L'homme, la pioche, le champ et le cheval ont longtemps été les symboles du travail en Finlande. L'influence de l'industrialisation rapide de l'Europe centrale a gagné ce pays de 4,5 millions d'habitants bien plus tard que beaucoup d'autres pays. La pioche, la charrue et la forêt demeuraient à la base de l'économie finlandaise et constituaient toujours l'image de la vie et de la culture finlandaise. La petite propriété a été et est toujours prédominante dans l'agriculture finlandaise. Cette situation résulte, entre autres, de la réforme agraire réalisée dès le siècle dernier qui a augmenté radicalement le nombre des petites exploitations agricoles ainsi que de la naissance et du vif développement de l'industrie forestière dans les années 1860. L'industrie forestière a fourni du travail à la population rurale non propriétaire de terre. L'exploitation du bois nécessaire à l'industrie forestière n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu dans les campagnes une population qui avait besoin de revenus secondaires. À la suite de la guerre, la Finlande a dû réinstaller environ 400 000 réfugiés, c'est-à-dire 11% de la population totale du pays, et leur donner du travail. La majeure partie des réfugiés ont été placés dans l'agriculture, ce qui a encore augmenté la prédominance de la petite propriété en Finlande. Après la Seconde Guerre mondiale, environ la moitié de la population finlandaise recevait sa subsistance de l'agriculture. De nouvelles petites exploitations agricoles se sont créées jusque dans les années 1960. Ces fermes et leurs occupants étaient dépendants de la demande de main-d'œuvre de l'industrie forestière dans ces régions boisées. La répartition des exploitations agricoles était encore en 1960 telle que la figure le montre. La forêt et le travail qu'elle procurait constituaient une condition d'existence des petites exploitations agricoles. Dans les années 1960, la structure économique finlandaise a commencé à se modifier rapidement. La mécanisation de la sylviculture a considérablement réduit les possibilités de revenus secondaires pour les petits cultivateurs. Le travail forestier était devenu possible tout au long de l'année et les nouvelles machines présupposaient une formation spéciale. Ces travaux n'étaient donc plus compatibles avec la petite propriété. Voici un petit village de l'est de la Finlande. La majeure partie de la population active du village a dû quitter sa région natale. À la suite des modifications structurelles, ces régions de l'est et du nord de la Finlande, où la petite propriété prédomine, sont devenues des régions atteintes par un chômage sévère. Les petites exploitations agricoles n'étaient pas capables de suivre l'évolution technique de l'agriculture et leur rentabilité a baissé par rapport à celle des grandes exploitations agricoles. La politique agricole favorable aux grandes propriétés a également affaibli la position de la petite propriété. De nombreuses petites exploitations agricoles ont alors dû cesser leur activité. Cette figure montre comment la petite propriété a diminué, tandis que le nombre des grandes exploitations s'est accru.
La détérioration des conditions de vie des petites exploitations agricoles a été à l'origine d'une forte migration vers le sud de la Finlande et vers la Suède. Cela apparaît également dans l'évolution démographique finlandaise. La ligne rouge représente l'ensemble de la population, la ligne verte la population agricole et la ligne jaune la population urbaine. La population agricole a donc diminué de plus de 40%, tandis que la population urbaine s'est accrue d'environ 45% pendant les années 60. Les villes du sud de la Finlande, en particulier, se sont rapidement développées, car c'est justement là que de nouveaux emplois ont été créés. En revanche, la population de l'Est et du Nord de la Finlande s'est réduite. Les 2/3 environ des nouveaux emplois dans l'industrie ont été créés dans les années 1960 dans la région de Helsinki et dans les autres régions du sud de la Finlande. La concentration des nouveaux emplois a créé dans le sud de la Finlande et dans les régions urbaines un perpétuel besoin de logement. La collectivité possédait très peu de terrain à bâtir. De nouveaux logements ont été construits aux conditions des grandes sociétés de construction, là où elles se trouvaient posséder des terrains. Cela a entraîné la dislocation de la structure urbaine des villes du sud de la Finlande. Les nouvelles zones d'habitation se sont, il est vrai, rapprochées de la nature, mais l'organisation des transports dans les petites cités-dortoirs isolées est devenue inutilement coûteuse et les difficultés ont également apparu dans l'organisation des services. Il n'y avait pas de logement pour tout le monde et la rapide migration a causé de graves problèmes de logement. De plus, l'établissement dans un milieu urbain inconnu a provoqué un déracinement accompagné des problèmes sociaux qui en résultent chez les nouveaux habitants. Dans les régions peu développées, point de départ du mouvement de migration, sont apparus des problèmes de chômage de plus en plus graves. Les pouvoirs publics ont cherché, par des travaux temporaires, à diminuer le chômage dans ces régions. La création d'emplois permanents a également été encouragée, entre autres par la loi de l'année 1958 sur les dégrèvements d'impôts dans le nord de la Finlande. Cette loi étant une mesure isolée, ses effets sont toutefois restés très faibles. Ce n'est qu'en 1966 que les premières véritables lois en matière de politique économique à l'égard des régions peu développées ont été promulguées. Les lois ont défini les zones de développement économique dans lesquelles l'État a commencé à venir en aide aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui s'agrandissaient. Les modes de soutien aux entreprises ont été diversifiés au début des années 1970 par la création du Fonds national pour les régions de développement économique. Grâce à ces mesures de soutien, l'industrie a commencé à s'animer dans les régions peu développées. On estime que dans les entreprises qui ont bénéficié du soutien accordé au titre de la politique adoptée à l'égard des régions peu développées, environ 44 000 nouveaux emplois ont été créés au cours des années 1966-1972. L'effet de la politique suivie à l'égard des régions peu développées au cours des années 1960 a cependant été jugé insuffisant. La main-d'œuvre, qui quittait sans arrêt l'agriculture et la sylviculture, ne pouvait toujours pas trouver d'emploi dans la localité elle-même. La seule possibilité qui restait à ces personnes était de se déplacer pour aller travailler dans l'industrie en expansion du sud de la Finlande. L'équilibre régional n'a pas été atteint dans les années 1960. Au contraire, les différences entre les diverses régions du pays se sont accrues.
Une conséquence en a été la congestion du sud de la Finlande et l'abandon des régions peu développées. Parallèlement à la politique suivie à l'égard des régions peu développées, une partie des petites entreprises traditionnelles ont dû cesser leur activité en raison de leurs difficultés de financement et de vente. Malgré les mesures de soutien, plus de la moitié des nouveaux emplois dans l'industrie ont été, au cours des années 1970, créés dans le sud de la Finlande. En Finlande, les communes jouissent depuis une époque reculée d'une grande autonomie. Le conseil municipal, élu par les habitants de la commune, décide de la plupart des questions concernant la commune. Ainsi, les communes décident également de l'utilisation de leur territoire. Les communes rurales sont toutefois, en raison de la diminution du nombre d'habitants, dans une situation économique difficile. C'est pourquoi les municipalités ont rivalisé entre elles pour attirer des entreprises. Les communes ont entre autres construit des établissements industriels tout près à l'usage des entreprises. L'ancienne communauté du village n'avait pas fait l'objet d'une planification consciente. Elle s'était constituée lentement selon les besoins pratiques de l'époque. Le village, par le fait que sa croissance et son développement étaient lents, s'adaptait naturellement au paysage environnant. La construction d'un ancien village et la formation de l'environnement étaient directement liées à l'agriculture. La transformation structurelle a cependant obligé aussi les collectivités de ce genre à participer à la compétition pour les emplois industriels. L'industrie et la construction de logements ont placé les agglomérations rurales à croissance lente devant des problèmes d'utilisation des terrains. Dans la compétition pour attirer des entreprises industrielles et des emplois, la protection de l'environnement et du paysage reste à l'arrière-plan. Le paysage rural traditionnel doit lâcher pied devant le développement industriel. L'industrie implantée dans une région en développement est naturellement, du point de vue de l'ouvrier, une meilleure solution que sa migration vers le sud. Mais la nouvelle industrie a également apporté des problèmes dans ces régions. L'industrie, et en particulier l'industrie du bois, doit s'installer loin de l'ancienne agglomération et peut ainsi détruire des régions naturelles de grande valeur. L'implantation au hasard des établissements industriels disloque la structure de la collectivité existante. Autour de l'usine se forme souvent une nouvelle agglomération et les ressources communales ne suffisent pas à l'entretien de deux agglomérations. Voici le village de Kiite, exemple typique d'une agglomération rurale à croissance rapide. On a construit, dans l'agglomération rurale traditionnelle, de nouvelles voies de communication et, de ci de là, des immeubles et des bâtiments abritant des magasins de vente comme dans les villes. La rapide transformation des agglomérations rurales n'a pas toujours été guidée. L'ancien milieu original a été défiguré par une construction mal adaptée. Mais les ressources n'ont pourtant pas été suffisantes pour remplacer toute l'ancienne structure par une nouvelle. En conséquence, le milieu reste pour longtemps dans un état intermédiaire confus. Nous
voyons ici la zone industrielle de Lieksa. Elle représente une solution modèle pour les problèmes d'industrialisation d'une agglomération rurale. On s'est efforcé ici de mieux utiliser les possibilités de l'autonomie communale pour orienter le développement industriel et les transformations imposées au milieu. La zone a été planifiée par la commune et l'industrialisation de la localité peut être systématiquement développée et dirigée dans son cadre. Il est ainsi possible d'implanter plusieurs industries de différents types en petites unités en contact immédiat avec les agglomérations rurales. L'industrialisation systématique présuppose également l'implantation d'une industrie de type approprié dans les régions peu développées à prédominance agricole. Cette industrie devrait en premier lieu utiliser les ressources naturelles locales et en pousser la transformation au maximum. Il faut également noter que, en s'implantant à la campagne, l'industrie cause à l'environnement des dommages relativement plus grands que dans les anciennes zones industrielles. Le village industriel est un moyen de créer les conditions d'une planification à long terme de l'industrialisation. Du point de vue de la commune et de ses habitants, une telle implantation facilite la conservation de la structure traditionnelle de la communauté. Mais que se passe-t-il en dehors des agglomérations rurales en voie d'industrialisation dans les zones à habitat dispersé? Lorsque la plus jeune population active travaille dans l'industrie, la génération plus âgée reste à cultiver les fermes. La population rurale a vu, en diminuant, sa structure d'âge se modifier. L'âge moyen des agriculteurs est actuellement d'environ 54 ans et un quart seulement des fermiers et des fermières ont moins de 40 ans. Cette figure montre l'évolution des âges de la population rurale depuis l'année 1960 jusqu'à l'année 1975. En même temps que la structure des âges s'est modifiée, le nombre des enfants des villages a rapidement décliné et il a fallu fermer des écoles faute d'écoliers. Les quelques enfants d'âge scolaire qui restent sont transportés dans les écoles de centres plus grands. C'est ainsi que cette école se trouve abandonnée et inutilisée. Il en est de même du magasin du village. La diminution de la clientèle a entraîné sa fermeture. L'expérience finlandaise a montré qu'il n'existe pas de raccourci pour la transformation de la structure économique à prédominance agricole. L'avenir des régions peu développées se trouve dans le développement parallèle de l'industrie et de l'agriculture. Le point de départ doit être d'assurer les conditions de développement de l'agriculture. L'une des principales questions relatives au développement de l'agriculture est l'amélioration de la viabilité des petites et moyennes exploitations agricoles. Ces exploitations ont tout particulièrement besoin d'une plus grande étendue de terre. D'autres façons importantes de contribuer au développement sont les garanties d'activité secondaire et le soutien de la coopération entre les agriculteurs, par exemple, en ce qui concerne les achats de matériel. Pour améliorer le milieu de vie de la population rurale, on s'est efforcé en Finlande, par exemple, de compenser le manque de services par l'instauration de services ambulants. Ainsi, le bibliobus remplace partiellement la petite bibliothèque de village. De même, la voiture magasin s'efforce de remplacer l'ancien magasin du village. Ce n'est qu'en développant l'agriculture de pair avec l'industrie que l'on pourra assurer la croissance économique équilibrée des régions en développement. On pourra ainsi éviter la transformation trop rapide de la structure économique et les problèmes sociaux qui en résultent.
Ces gens se sont, en 10 ans, éloignés de leur milieu culturel et traditionnel. La transformation de la structure économique a entraîné une modification de la vie et de la culture des habitants des régions peu développées. De nouvelles formes de culture se créent dans les villes. Elles ne sont pas accessibles dans les villages, mais elles sont concentrées dans les agglomérations. La culture traditionnelle a été remplacée par les divertissements de masse produits par des sociétés multinationales. Les associations de jeunesse rurale et les autres activités analogues ont dû faire place aux loisirs commercialisés. Mais, bien que la vie culturelle rurale ait subi la pression des intérêts commerciaux, elle n'est pas morte. Ces personnes sont des acteurs amateurs. Leur activité s'appuie sur leur propre tradition culturelle. Ei oteta mammaliset rahaa tavaraa niin paljon kuin keretään ennen kuin ei pääse miehen makkuun. Niin, miehen makkuun, just. Leppeleenahan sanoi, että Ratasessa saa monta rikasta isäntämiestä. Ja ne kova halus lisää sen talon perään. Hänen juoksot siellä lunaa. Ces dernières années, on a cherché à ranimer les intérêts culturels au moyen de diverses expériences. On a engagé dans les campagnes des conseillers pour les activités culturelles. On a, par exemple, cherché à intensifier l'intérêt pour le théâtre et pour le cinéma en organisant diverses manifestations et en soutenant les amateurs locaux de façon à établir un contrepoids à l'industrie des divertissements commercialisés. La transformation structurelle qui s'est produite en Finlande a été très grande et très rapide, compte tenu de la population du pays. En 1950, 2 700 000 Finlandais habitaient à la campagne et 1 300 000 en ville. 20 ans plus tard, la population rurale avait baissé jusqu'à 2 100 000, tandis que la population urbaine était passée à 2 400 000. L'expérience fournie par cette transformation a montré que la politique régionale doit former un ensemble cohérent avec les autres aspects de la politique sociale. On cherche à stopper l'exode rapide qui a affaibli la position des régions peu développées par rapport aux régions industrielles du sud de la Finlande. Les plans relatifs à la population et à l'emploi, approuvés par le gouvernement, visent à ce que la population ne diminue dans aucun département. On s'efforcera de réaliser les objectifs concernant la population et l'emploi dans les départements par l'application des mesures prises par les pouvoirs publics. Depuis quelque temps, on a commencé à procéder à l'orientation des industries vers les localités qui leur conviennent au moyen d'un système d'orientation de l'implantation. La décentralisation des offices publics a également été entreprise. Dans l'établissement du plan d'aménagement régional, auquel les communes participent conjointement, sont indiquées les possibilités de développement du réseau des centres, les lieux d'implantation les plus rationnels de l'industrie, les zones à conserver pour l'usage agricole et les zones de protection de la nature. En Finlande, le système de la planification est basé sur la planification effectuée par les communes. Les plans des communes comportent le développement des activités communales et l'utilisation des terrains de la commune. Il reste encore en Finlande beaucoup de nature non polluée et de milieux culturels intacts. La création d'un environnement de haute qualité présuppose une cohésion systématique entre les différentes fonctions et la nature environnante. Nous savons, en Finlande, que la réalisation d'un développement régional équilibré présuppose la planification coordonnée et démocratique de l'habitat, de l'activité économique, des services et des loisirs à tous les échelons.